Bonjour Nasrine. Bonjour, merveilleuse Lilou. Un bonheur de faire cette interview aujourd'hui avec toi, d'avoir le privilège de passer ce moment et pouvoir diffuser ça aux quatre coins du monde. Je suis éblouie par ton enseignement, la manière dont tu transmets, la manière dont tu l'as fait au travers de ce livre, de tes vidéos. Je viens de te découvrir et pourtant ça fait des années que tu es là, que tu enseignes depuis plus de 20 ans. Tu as d'ailleurs, et tu étais déjà best-seller avant même d'être publié chez Erol, tu étais déjà un best-seller en auto-édition depuis 2016. Ce qui est extraordinaire déjà en auto-édition de vendre plus de 25 000 copies. Et là, avec un éditeur en plus derrière toi, cette merveilleuse couverture du pouvoir de l'accueil, dont nous allons en parler dans cette interview. Pour moi, c'est un pur délice, tu vois, parce que dans ce que je fais, d'être tombée sur cette pépite, d'être tombée sur toi, de ne pas t'avoir vu avant, et je remercie Mariette, mon assistante, qui me l'a remis devant les yeux, tous ces anges qui fait que voilà, les informations arrivent au bon moment et là je vais pouvoir pleinement savourer à son plein potentiel. Donc ravie d'être là avec toi et de pouvoir diffuser ça à encore un plus vaste tu vois, nombre de personnes parce que c'est ce que j'aime faire aussi pour que tout le monde ait accès à ça. J'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré. Il y a plein de choses à discuter, c'est pas forcément facile de savoir par quoi commencer. En même temps, on peut commencer par ce qu'on veut. C'est comme ton livre, on l'ouvre à l'endroit désiré. C'est ça où on souhaite, en tout cas, on l'ouvre et puis il y a l'information qui est là, qui peut émerger au moment, voilà, où l'information est prête à être reçue aussi. Exactement. Très cher Lilou, avant tout, un grand merci à toi vraiment pour cette invitation, pour toute cette énergie d'accueil qui émane si merveilleusement de toi et je suis vraiment ravie de partager. Ben voilà, ce moment avec toi et avec toutes celles et ceux qui seront là avec nous et qui ont envie de découvrir leur pouvoir d'accueil pour briller davantage encore. Ouais, plutôt que de combattre dans la vie. On va en parler beaucoup. Tu as connu un grand moment dans ta vie à l'âge de 15 ans, donc très très jeune. Comme je disais tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans que maintenant tu enseignes, tu transmets depuis ce moment de révélation. Qu'est-ce que pour toi un être éveillé? Un être éveillé, Lilou, pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi à faire la paix avec toutes les facettes qui le composent et qui comprend intuitivement que toutes ces facettes suivent une, une mélodie intérieure qui est juste unique en son genre et donc qui permet à cette mélodie intérieure de se donner librement. Ce serait peut-être comme ça ma définition du moment. Merveilleux. Donc pour toi, ce qui bloque ou ce qui met obstacle à une transformation intérieure, c'est finalement c'est nous-mêmes. Ah ouais, c'est-à-dire que nous-mêmes, euh, je n'ai peut-être pas envie de le dire comme ça parce que je ne crois pas que nous soyons nés en voulant nous empêcher nous-mêmes à être ce que nous sommes. Je dirais plutôt qu'il y a en nous une partie que j'appelle le conditionnement, alias le petit con pour les intimes, et qui par moments vraiment nous met des bâtons dans les roues parce que Ouais. ce petit conditionnement est rempli de programmes, de systèmes de croyances qu'on nous a inculqués, de façons d'aborder la vie, de voir la vie, de gérer la vie qui nous ont été inculqués. Et donc, c'est souvent lui, finalement, qui nous barre la route à notre propre bonheur et à notre propre épanouissement. Hmm. Ah. Et oui, parce que ce que tu dis, c'est que notre nature, elle est tellement vaste que, en fait, on n'est même pas en lien avec, c'est-à-dire qu'on se voit comme des êtres humains, mais finalement, c'est tellement plus que ça. On se met dans une boîte, on s'auto-limite et on cherche à l'extérieur des solutions quand finalement ce que tu nous dis c'est écoutez votre paysage intérieur, écoutez, ressentez les choses et vous verrez si vous avez à avancer dans cette direction, à vivre cet instant, arrêter de résister à ce qui est finalement. Exactement, très cher Lilou. Tu mets ça tellement merveilleusement bien en lumière. Il est vrai que lorsque on se donne le droit de regarder ce paysage, alors on se rend compte que
ce terrain intérieur qui est tellement fertile et qui contient tellement de graines parfois, et parfois souvent, même je dirais au stade latent, a tellement de choses à nous offrir. Et comme tu le dis, on se limite nous-mêmes, non pas parce que nous l'avons choisi consciemment, je crois, mais à nouveau parce que ça fait partie d'un système de pensée collectif. Et donc on nous a dit, tu n'es que ça, tu ne pourras faire que ça. Voilà uniquement les choix qui se présentent à toi. Et dans tout ça s'immisce encore la fameuse peur de ne pas être aimé, vois-tu? Et donc finalement, nous entrons dans la vie déjà conditionnés par celle-ci et ça nous limite terriblement. Donc, pouvoir être en contact avec ce terrain intérieur et vraiment aller arroser ces graines pour nous laisser surprendre, pas forcément pour se dire, ah oui, je veux que telle ou telle chose éclot. C'est juste pour se dire, mais si j'arrose mon terrain intérieur, qu'est-ce que ça va me donner comme jardin? Tropical, fertile à souhait. Donc, moi, j'aime beaucoup l'effet surprise, justement. Ouais. Et quelles sont les peurs que comme ça, quand tu es en séance ou quand tu es en séminaire, quelles sont les peurs que tu découvres chez les gens qui, justement, les freinent d'arroser ce terrain intérieur, ce paysage intérieur, de ressentir pleinement cette joie, de ressentir pleinement cet amour, d'accueillir tout ça? Alors, ça dépendra toujours de la personne, parce que chaque être humain est unique en son genre, chaque être humain contient sa propre fragrance, sa propre énergie, et il est aussi influencé par un bagage héréditaire, familial, mais aussi collectif, donc Hmm. propre à sa vaste famille d'humanité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui s'entremêlent, mais il y en a une que j'ai pu observer et qui est là, en quasi-permanence. C'est cette peur de ne pas être aimé, cette peur de ne pas être reconnu, cette peur d'être jugé, cette peur de ne pas être le meilleur exemple, la peur de ne pas réussir. Elle se décline sous de multiples façons et je crois que chaque être humain, à un moment donné, s'est vu confronté à l'une de ces peurs. Et s'il ne l'accueille pas, s'il ne donne pas le droit à cette peur d'exister, s'il ne se donne pas le droit de s'asseoir au pied de cette peur, qui est comme un grand sage finalement, et qui a tellement de choses à nous apprendre. Donc s'il se met à lutter contre elle, à la bannir, à la foutre dans un coin, je ne sais où, alors cette peur ne va pas pour autant disparaître. Elle essayera inlassablement de revenir à lui, de manière un peu plus forte en règle générale, à travers le corps, des maladies, des déséquilibres, un mental qui pense trop, à travers des grands vides émotionnels. Donc, l'invitation ici, elle est très simple, c'est que lorsque on est face à nos fidèles alliés, ces émotions, et qu'on voit qu'il y a de la lutte envers elles, il s'agit vraiment de créer un espace pour pouvoir entrer en contact avec elles et les considérer comme des amis et non pas des ennemis à combattre. Mais à nouveau, dans le système collectif, on nous a fait croire qu'elles étaient mauvaises. On nous a toujours dit les pensées négatives, les émotions négatives doivent être gérées, remplacées, manipulées, obstruées, enfin éradiquées. Et peut-être sans avoir suffisamment de recul sur cette merveilleuse, moi j'appelle ça notre équipe terrestre, corps, mental, émotion, sans avoir assez de recul peut-être, et sans être suffisamment à l'écoute. Nous nous sommes laissés emporter par une espèce de dictat qui est quand même assez violent, hein, qui est quand c'est négatif, il faut juste fermer la gueule. Et donc, il y a une guerre comme ça qui s'installe en nous et on perd énormément d'énergie dans cette guerre. Donc, difficile d'aller arroser notre terrain intérieur quand toute notre énergie part à vouloir combattre ce qui a priori paraît négatif, Hmm. mais qui ne l'est pas fondamentalement. Donc ce que tu expliques là, ça rejoint quand même un peu tout ce qui est les enseignements sur la non-dualité peut-être. Oui, exactement. Mais ce que je trouve le Ça va souci de beaucoup la dans cette direction. non-dualité des fois pour avoir accueilli comme ça quelqu'un que je devais interviewer au final, c'est que des fois ça manque de présence justement, c'est qu'il y a une forme de détachement. Mais toi en même temps, il y a cette présence, c'est pas détaché, t'es bien là et tu laisses venir, on a la sensation, tu vois, plutôt et être dans cette mouvance plutôt que, tu vois ce que je veux dire? Certaines personnes qui pratiquent Oui. la non-dualité d'une certaine façon, on a l'impression qu'ils sont presque plus là, quoi. Oui, c'est clair que ça se donne de multiples manières, mais après, je crois qu'il est vraiment important aussi d'honorer le fait que
dans ce plan-ci, il y a une équipe terrestre, il y a un corps, un mental, un système émotionnel. Et si cela m'est présenté, je sais pas, moi je suis de nature très curieuse et j'adore aller découvrir. Tu sais, comme l'enfant, cette curiosité ne m'a jamais quittée. Et donc j'aime faire ce corps à corps avec ce que la vie me présente. Et donc j'ai envie d'aller explorer cela. Mais ça se donne conjointement. Le fait de savoir que je ne suis pas que cela, mais que ce que je suis se manifeste aussi à travers cela, ne m'empêche pas d'aller goûter à la sphère humaine. Ce serait tellement dommage, sinon, quel gâchis, non, de laisser ceci de côté, alors que la vie me l'offre gracieusement. Hmm. Donc comment tu parlerais de cette incarnation alors sur Terre? Pour toi, qu'est-ce qui se passe avant, pendant, pourquoi on vient là et après on repart? Comment tu vois un peu ce cycle? Bon, c'est une vaste question, mais comment tu vois cette incarnation, le but de cette incarnation? Alors pour moi, tu sais, l'incarnation, ce serait comme un battement de cœur. Il y a un cœur au centre d'un espace que je ne peux définir, qui n'a ni forme, ni nom. Il y a comme un cœur au centre de cet espace. Et ce cœur va transmettre ses battements dans de multiples directions. Et certains de ces battements de cœur vont atteindre ce que j'appelle cette dimension vie, cette sphère humaine. Mais ce que je suis fondamentalement, je pourrais peut-être dire, se rapproche plus de ce centre qui est le cœur. Donc je suis autant le cœur, et dans ce cœur, mais je suis autant le battement du cœur qui porte ce cœur. Donc finalement, je pourrais dire que je suis autant ici que là-bas. Donc je ne sais pas si ça va pour l'image, très cher Bidou, parce que c'est toujours très abstrait de parler de l'incarnation et on pourrait aussi dire de l'incarnation qu'elle est en lien avec une identification. C'est-à-dire que ce cœur, si je le place comme étant la conscience au sens impersonnel du terme, non pas ma conscience en tant que Nasrine, mais la conscience, on pourrait dire aussi qu'il y a eu à un moment donné comme une forme d'identification de cette conscience vers Nasrine en particulier. Comme s'il y a quelque chose qui fait que son énergie nourrit énormément Nasrine et le fait que son énergie nourrit énormément Nasrine crée comme une forme d'attachement, d'identification. Mais pour moi, ce que je suis ne s'est jamais véritablement incarné ici. Ceci est une extension de ce cœur qui se trouve dans un centre, dans un espace que je ne peux nommer. Donc, il n'y a pour moi pas de j'ai été quelque part et je vais quelque part. Parce que, à nouveau, si on observe les choses de manière mondiale, on pourrait dire que tout est un. Tout est un espace. Et si tout est un espace, je ne vais pas d'un espace à un autre, parce que pour aller d'un espace à un autre, il faut deux espaces. Donc, tout se donne au cœur du même espace. Mais tout dépend du point de vue que j'adopte sur ce qui est. Si maintenant ma conscience, la conscience se prend pour Nasrine, alors j'aurai ce sentiment d'être ici, d'être Nasrine, de pouvoir goûter à ce corps, de pouvoir vraiment kiffer ce moment avec Lilou. Et si cette attention-là des vies de Nasrine et va se loger vers le centre ou vers d'autres états de conscience, parce que chez moi, il y en a 21 comme ça, des réalités qui se donnent conjointement tout le temps, eh ben, ça va changer la réalité. Mais Nasrine va continuer à fonctionner. Donc, je ne sais pas si c'est très clair par rapport à la définition. Ça l'est, ça l'est. Et pourtant, à 15 ans, tu étais prête à te suicider, à partir, c'était trop dense. Tu voulais vivre cette autre réalité, on va dire. Oui, que je vivais déjà. Je vivais déjà. Ces autres réalités, ces autres sphères de conscience sont là depuis que j'ai conscience d'exister. Mais dans ce plan-ci, en tant qu'humain, il m'a été difficile de laisser briller ma singularité. Donc j'étais depuis un très jeune âge considérée comme une espèce d'extraterrestre qui parlait à des membres, qui transmettait des messages aux profs au beau milieu d'un cours, qui parlait d'univers parallèles, qui parlait de ce qui allait se produire dans l'avenir, etc. Et donc j'effrayais franchement tout le monde. Mais oui. Et le fait de voir que, à un moment donné, tu sais, c'est comme si on t'enlève l'oxygène. Il ne te reste plus que 5% d'oxygène. Tu te retrouves gentiment à l'agonie et tu te dis, mais finalement, la seule issue, c'est le mourir.
Enfin, il n'y a pas de possibilité. À quoi bon vivre d'ailleurs si je ne peux permettre à cette parcelle de vie-ci, parce que Nasrine, c'est une expression de la vie, si je ne peux permettre à cette fleur-ci ou à cette parcelle de vie-ci, d'éclore. Je ne voyais absolument plus le sens à tout ça. Et aussi, tu vois, mélanger aussi à cette peur de ne pas être aimée. Elle m'a longuement collée à la peau. Et je combattais toutes ces voix que j'entendais sans cesse et qui proviennent de ces autres sphères qui me transmettaient 60 millions d'informations à la seconde. Tu vois, donc j'essayais de combattre tout ça. Mais le score était vite établi. Un contre des milliards d'autres informations. Donc voilà. Et tu en j'avais voulais aux perdu de... autres ou à la société, au conditionnement, à l'école Pardon, Tu en Lilo, excuse-moi, voulais, tu j'étais... en voulais aux autres? Tu en voulais à tes Non, parents, à tes proches, à qu'est-ce qui se jouait en toi? Le combat, il se portait sur quoi? le combat, il se portait envers moi-même. J'en voulais à personne. J'avais d'ailleurs une famille qui, heureusement, la vie est tellement bien faite, tellement aimante, qui m'a tellement soutenue, qui était toujours là pour moi. Et cet amour m'a donné beaucoup de force et c'est aussi cet amour-là, finalement, je crois aussi, qui m'a aidé à ne pas mettre fin à ma vie. Parce qu'il y avait aussi ces voix, hein, ces voix familières, et qui à un moment donné, quand j'étais prête à commettre l'irréparable, qui me dit, arrête de te faire la guerre, Nasrine. Il faut cesser de lutter. Tu as bien remarqué que tu ne pouvais pas anéantir ta singularité, cet univers qui est le tien. Donc, il y a eu à un moment donné tout cet amour que j'ai senti, un amour, je dirais même, qui n'est pas forcément, tu vois, cet amour humain. Ce n'était pas de l'ordre que de la tendresse, mais c'était un amour d'une évidence éclatante. Quelque chose qui d'un coup te dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi cette connerie que je suis en train de commettre là? Ça, tout ce potentiel, toute cette vie ici, c'est pas possible. Elle a besoin d'aller quelque part. Je ne peux pas tuer cet enfant, je ne peux pas tuer cette vie, je ne peux pas. Donc il y a eu non pas euh, de la colère, de la lutte envers le monde extérieur, pas du tout. Je compatissais même envers mes parents. Je leur disais, mais les pauvres, avoir un enfant comme moi qui est tellement bizarre, ça ne doit pas être facile à gérer. Donc c'était une guerre interne. Et toutes les guerres fondamentales sont internes, même si on pointe du doigt l'autre, une situation. Cette colère ou cette tristesse ou cette peur, c'est quelque chose qui se manifeste en nous. Et donc c'est quelque chose que nous combattons a priori à l'intérieur de nous. Et qui se fige après, au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que toi, tu voulais supprimer ta vie, on chope des maladies, il y a des choses qui se passent qui nous font réagir. Ça se fige, cette énergie-là. Oui, et heureusement d'ailleurs. Tu vois, c'est tellement bien fait, c'est un miracle. Moi, je dis toujours, le corps, c'est un miracle. Le mental, le système, cette vie est un miracle, franchement. Et elle essaye de tout mettre en œuvre pour que nous puissions, à un moment donné, la voir et la reconnaître et nous mettre en contact avec elle. Elle met vraiment tout en œuvre. Par des situations par moments accablantes. Tout ça nous fait chier, on n'en peut plus, on en a marre, on a envie de tout foutre en l'air. Et l'invitation, elle est là, de manière très intense. Elle nous tend la main à ce moment-là. Et elle nous dit, regarde, ce qui est refoulé ici, ce n'est pas quelque chose qui veut t'anéantir. C'est un messager. Comme je disais tout à l'heure, peur, colère, tristesse, notre corps, notre mental. Ce ne sont pas nos employés, comme ça, à mettre à la porte parce qu'ils ne nous conviennent plus. Il n'y a qu'une seule équipe terrestre à notre disposition. À nous de chérir cette relation pour que nous puissions vraiment faire de notre vie un chef-d'œuvre. Mais pour faire de notre vie un chef-d'œuvre, je dois quelque part peut-être faire appel aussi à mon humilité et me dire, écoute Nasrine, le corps s'est construit tout seul, non? Tu n'as pas les plans d'architecte. Ce n'est pas toi qui as bâti tout ça. Alors si tu veux bien, au lieu d'aller lui reprocher qu'il a encore mal ici et là, et au lieu de l'envoyer sur la lune parce qu'il te fait chier, tu vas t'asseoir 2 minutes et écouter ce qu'il a à te dire. Ce corps physique, dont la première cellule est née il y a des 1000 d'années,
Tu t'imagines la connaissance qu'il a? Qu'est-ce que tu en sais, toi, du corps physique, Nasrine? Assieds-toi un instant. Il a des millions d'années d'expérience à te transmettre. Et quand j'ai commencé à faire cela, alors, tellement d'informations me sont parvenues aussi en lien avec l'épigénétique, les liens entre les émotions refoulées des parties spécifiques de notre ADN, mais aussi en lien avec la physique quantique, chose que je ne connaissais absolument pas. Il y a 15 ans, j'avais aucune idée de ce que c'était l'épigénétique. Je savais même pas ce que c'était de l'ADN, franchement. Et j'en savais encore moins sur la physique quantique, qu'on ne connaissait pas, franchement. Ça fait combien maintenant? Attends, laisse-moi faire des calculs. Je suis pas nulle dans les années 25 ans, imagine. Donc, tu vois, je me suis assise au pied de ce grand sage, de ce corps physique, ce mental, ce système émotionnel. Il y a eu tant de révélations. Et j'ai retranscrit toutes ces révélations et j'ai donné ça à ceux qui étaient bien d'accord de les lire, à des scientifiques, à des chercheurs, etc., etc. Et ils étaient tous stupéfaits en me disant, mais comment une gamine de 15 ans, c'est tout ça? Et j'ai dit, j'ai écouté. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai écouté. Mais écouter qui? Écouter quoi? C'est quoi? C'est un ange? C'est un truc? Non. Rien d'extérieur. Pas du tout. Il n'y avait pas une superpuissance, un truc abracadabrant qui est venu et qui m'a insufflé des choses. Pas du tout. C'était très terrien. C'était très terre à terre. Je me suis juste assise au pied de mes 3 sages. Donc il y a tellement de choses à découvrir, Lilou. Lorsque nous sommes d'accord d'être quelque part dans cette humilité, de lâcher nos armes. Ces armes, ces Kalachnikov qu'on nous a mises dans les mains dès nos premières années de vie. À l'école, on nous disait, j'étais en train de faire un examen, je me souviendrai toujours, et le prof venait vers moi, m'a donné une claque sur la tête et a dit, arrête d'être comme ça, effrayée, Nasrine. C'est juste un examen, arrête d'avoir peur. Et j'ai pas compris pourquoi on ne me donnait pas le droit d'avoir peur. Et tu vois, au fil des ans, comme ça, on commence à lutter. La peur, on la bannit. C'est pour ça aussi que fonctionne tellement bien cette technique, peut-être aussi, qui, tu sais, la pensée positive, je trouve que c'est merveilleux, si ça se donne naturel. Parce que sinon, pourquoi est-ce que j'invoquerais de la pensée positive s'il y a quelque chose de négatif? Pour lutter contre la négativité. C'est la même chose. Ouais, pardon, excuse-moi, mais tu parles aussi des outils, et c'est pareil, c'est bien beau ces outils, mais après tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on le fait. Exactement, Lilou. C'est tellement ça. Tout dépend de l'état d'esprit. Si je suis dans un état d'esprit ouvert, tu sais, dans cette curiosité, cette légèreté à me dire, voilà un outil, j'ai envie d'explorer, là, pour la pensée positive ou autre chose, mais pas pour aller combattre quelque chose. C'est comme la visualisation, tu vois. Pas plus tard que l'autre jour, lors d'une consultation, il y avait une femme qui souffre d'un cancer et qui me disait, Nasrine, est-ce que le fait de visualiser un corps sain peut aider le corps à guérir? Je lui ai dit, là n'est pas la question. La question, c'est pourquoi tu utilises la visualisation? Elle se rend compte que c'est parce qu'elle lutte contre le cancer. Et ce cancer a tellement de révélations à apporter. Mais on a tellement mystifier aussi quelque part le cancer, tu vois, et ça nous donne tellement d'espace à l'imaginaire aussi, il y a de la peur aussi imaginaire. Donc elle a tellement peur. Ben oui, forcément, on lui dit attention cancer, attention, faut se protéger, attention, faut faire ça, etc., etc. La peur, la pauvre, si elle n'a pas un lien suffisamment solide avec ses 3 sages intérieurs, c'est clair qu'elle se fait embarquer là sur un voilier qui va à 1000 à l'heure et qui va l'amener je ne sais où, d'encore plus de peur. Mais de juste pouvoir se dire, ok, je vais m'asseoir avec ce corps qui présente à ce moment-là un symptôme et je vais écouter. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de chimio, que je vais pas, non, mais ce sera une décision, consciente. J'aurai validé cette information avec mon équipe terrestre, corps, mental, émotion. Donc, il s'agit vraiment de juste pouvoir se donner le droit d'avoir peur. De se dire, c'est humain d'avoir peur, c'est humain d'être en colère. Bah oui, la colère, heureusement qu'elle est là, la colère. Combien de colère je n'ai pas eu? Peut-être toi aussi, Lilou. Tu trouves que ce sont ces moments de colère et de frustration qui nous font bouger? Celles qui nous disent, mais tu fous quoi ici, Lilou? Tu fous quoi ici, Nasré? Il y a d'autres choses que la vie va te faire découvrir. Arrête de rester assise ici, ne te contente pas de ça. Tu as tellement d'autres potentiels. Grâce à la frustration, je vais me lever, je vais observer et découvrir d'autres choses. Mais si je suis dans la joie absolue tout le temps, dans mon truc, la sérénité, tu sais, le machin absolu, la joie éternelle que tout le monde recherche et qui pour moi n'existe absolument pas dans ce plan hautement duel, si je suis là-dedans, je ne bougerai pas. Et c'est OK. Certains sont yogis et ne bougent pas.
C'est apparemment ce qu'ils doivent expérimenter ici. Mm. Moi, je ne suis pas yogi. J'aime le mouvement. J'aime quand ça pétille. J'aime quand ça bouge. Ouais. Donc t'encourages à ce qu'on dise des oui, qu'on dise oui à finalement, que ce soit la peur, que ce soit une maladie, que ce soit un burn-out, que ce soit un conflit, que ce soit une difficulté, c'est un oui. C'est un oui et être avec ça et être à l'écoute de ce qui est là. Alors, Enfin, ce qui moi, vient de j'adore, l'intérieur, j'adore. c'est même pas des signes extérieurs pour le coup là. Exact, exact. Tout se joue à l'interne et j'adore l'énergie qui se déploie, très cher Lilou. C'était vraiment dans ton choix énergétique, c'était très puissant, permets-moi de te le dire, vraiment. Parce que quand tu as dit c'est ce oui, waouh, il y a eu Ah, il y a eu un beaucoup de changement dans ton plan oui. énergétique. Non, mais vraiment, tu sais, quand on parle de cet alignement, il y a toute ta colonne vertébrale qui a bougé. Alors, excuse-moi, mais je te fais peur parce que je suis juste émerveillée de voir ce que j'ai pu voir là. Le oui. Alors, le oui. Alors, à nouveau, on ne veut pas confier les choses en se disant, il faut que la règle du jeu soit un oui. Parce que par moments, j'ai envie de dire non. Mais je dis oui à non. C'est ça. C'est toujours un oui ultime, Hmm. mais ce sera oui envers ce non. Donc, parfois, quand les gens me disent, oui, mais Nasrine, je peux pas accueillir ça. Je peux pas accueillir cette tristesse. Elle est trop grande. J'arrive pas. Oh, et il ne s'agit pas de se forcer, parce qu'on ne peut pas manipuler notre système intérieur. On peut seulement faire face à ce qui est et dire, OK, il y a de la lutte. Eh ben oui à la lutte. Hmm. Je donne de l'espace pour que cette lutte puisse s'exprimer et être vécue pleinement. Parce que vois-tu, souvent les gens aussi pensent que l'autosuggestion, de se persuader soi-même, peut amener à des changements. Il ne faut pas oublier une chose. Cet individu, qui paraît être juste un individu, est constitué, est la somme de 50 milliards de cellules. Je suis une communauté. Quand je parle, il y a 50 milliards de voix qui se donnent. Tu n'entends peut-être qu'une seule, mais il y en a 50 milliards qui s'expriment à cet instant. Donc je ne peux pas duper ma communauté. Je ne peux pas lui faire croire que tout va bien quand ça va mal. Et je crois qu'il faut aussi retrouver quelque part cette authenticité, cette honnêteté. Il faut beaucoup de courage aussi pour être honnête et se dire, mais quand je vais au travail, quand ça va pas, pourquoi est-ce que j'affiche un faux sourire? Parce que cet état mensonger, c'est ces mensonges, en fait, vont véritablement aller perturber mon système épigénétique. Ça crée une augmentation du taux de méthylation. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais en fait, ça empêche certaines parties de notre ADN qui devraient être lues entièrement que la santé se donne, il faut que le corps ait accès à toutes les infos. Mais quand je me mens, certaines parties de cet ADN sont cachées. Et donc, mon corps physique se retrouve face à une bibliothèque avec toutes les infos, mais il ne peut pas accéder à ces informations-là. C'est là où commence le déséquilibre. Qu'est-ce que le déséquilibre fondamentalement? Qu'est-ce que la maladie? C'est un court-circuit d'un système d'information qui m'habite. C'est-à-dire que je ne peux pas accéder à 100% des informations. C'est ça la maladie. Et plus je viens malade, moins j'ai accès aux informations. Donc si je me mens en disant tout va bien, je suis de la joie, je respire la joie, etc., je peux le faire pour m'amuser, pour voir qu'est-ce que ça va, parce que j'aime expérimenter. Mais convaincre 50 milliards d'individus, c'est intelligent et sensible. Je crois que ces missions impossibles, voire ces missions catastrophes, ça génère plus de catastrophes que de bien-être. Ouais. Parle-nous un petit peu de cet ADN-là, justement, parce que souvent on parle de cette junk, de cet ADN qui finalement est pas activé ou qui ne sert à rien. Mais parle-nous un peu de ça, justement. Tu dis qu'on peut se connecter à ce potentiel-là ou permettre à toute son ADN de vivre, enfin d'être au contact, en lien, c'est ça? Comment? Exactement. Alors, vois-tu, très cher Lilou, il faut quand même s'imaginer que... Alors, si on sort l'ADN d'une cellule, cette double hélice qui se tortille comme ça et qui est en mouvement, elle suit son mouvement. Tout est toujours en mouvement, rien n'est jamais figé, même si je suis assise ici comme ça. Tout est toujours en mouvement. Le mouvement crée en fait l'espace-temps. Hein. On ne le savait pas jusqu'ici, mais c'est le mouvement qui crée l'illusion d'un espace et du temps. Et qui me donne aussi le sentiment d'être en vie. Sans espace-temps, il n'y a pas de vie. Donc cet ADN, si je le sors d'une cellule, il fait environ 2 mètres de long. Alors vois-tu, dans ces 2 mètres, jusqu'à maintenant, bien qu'on ait fait toute une retranscription, on a essayé de décoder tout ça, hein, ben
le monde scientifique se retrouve confronté à ce que tu appelles le junk DNA, c'est-à-dire de l'ADN poubelle. Et donc, jusqu'à là, on s'est dit, bon, il code pour rien, c'est parties, parce que chaque petite partie code est censée coder pour quelque chose, mais il y a des parties qui ne codent pour rien. Or, nous n'avons aujourd'hui pas encore la possibilité, au niveau technologique, de comprendre comment est-ce que ces gènes s'activent ou pas. Alors, il est faux de dire, c'est un peu, je dirais, un langage familier quand on dit des gènes sont activés ou désactivés. Ce n'est pas qu'ils sont activés ou désactivés, ces gènes sont toujours là. C'est comme si tu avais un plan d'architecte. Le plan est toujours là. Mais pas tout le plan est lu. Donc, quand on dit activé, ça veut dire que cette partie est lue ou pas lue. Et quand on parle de junk DNA, on parle fondamentalement de parties au fait qui ne sont pas lues. Et ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il y a une partie que je vais te transmettre ici et que je reçois de manière intuitive de mon propre système, donc il n'y a absolument aucune preuve scientifique dans ce sens, c'est que ou je dirais, tant qu'il y a du refoulement émotionnel, surtout face à la peur, ces parties qu'on appelle les junk DNA ne pourront jamais être lues. Donc, c'est ce que j'expliquais avant. Tu as donc ton ADN qui est comme ça et qui est censé être lu. Ici, sur cette partie-ci, il y a une étiquette qui vient se coller qu'on appelle la méthylation. Cette méthylation, heureusement, c'est réversible. L'épigénétique nous montre qu'on n'est pas voué à un destin. Cette chose-ci est tout le temps en mouvement et peut se modifier. Selon quoi? On dit selon notre environnement, selon ce qu'on va manger, selon notre bien-être, notre mal-être, selon l'air, l'eau qu'on va respirer, absorber, etc. Mais il y a pour moi un point clé, c'est que s'il y a un blocage au niveau du système émotionnel, cette étiquette-là ne va jamais pouvoir être retirée. Et donc, je ne vais jamais pouvoir lire cette partie que jusqu'alors j'appelais du junk DNA. Donc, le junk DNA n'existe pas en tant que tel. C'est juste qu'on n'a pas la technologie pour lire l'information parce qu'elle est obstruée. Cette méthylation. Alors, une autre chose, c'est que je pense que si il nous était possible de mettre, d'activer, de lire les 2 mètres de cet ADN, je pense qu'on s'évaporerait. Je pense que cela sublimerait tellement cette dimension-ci qu'il n'y aurait plus que de la lumière, qu'il n'y aurait plus moyen de fonctionner dans la dualité. Et la vie est tellement bien faite. C'est duel. Là, elle lit. Là, elle ne lit pas. Là, elle lit. Là, elle ne lit pas. C'est, je crois, propre aussi au fonctionnement de la dualité. Parce que si je pouvais tout lire et tout mettre en lumière, il ne resterait plus que de la lumière. Donc, elle a son utilité. Donc, elle a son utilité. Ces parties-là cachées ont leur utilité. Mais on peut. Et la vie va orchestrer cela. Voilà. On peut cibler ces parties. On peut en cacher d'autres et aller voir ce qu'il y a ici dedans. Mais pour ce faire, il faut énormément d'énergie à disposition. Parce que retranscrire ou incarner dans le plan physique, faire de cette partie-là une chose vivante, c'est une nouvelle réalité que je crée. C'est comme un container dans lequel il y a 60 milliards de possibilités possibles. Donc, il faut énormément d'énergie pour aller activer des parties. Et pour avoir cette énergie, que faut-il faire? Il faut arrêter de gaspiller mon énergie dans la lutte contre ce qui se manifeste ici dedans. Parce que c'est ce qu'on appelle le stress. Le stress est dévastateur. Le stress est dévastateur. Pourquoi? Parce qu'il crée la méthylation. Il cache mon ADN. Mon ADN ne peut plus être lu. Plus je suis stressée, donc plus je rejette la peur, plus il y a du stress. Plus il y a du stress, plus mon ADN devient illisible. Plus il est illisible, plus je suis malade. Moins j'ai d'énergie. La maladie, c'est un manque d'énergie. Parce que quand je suis pleine d'énergie, il n'y a pas de place pour la maladie. Donc, comment avoir cette énergie, très cher Lilou? Il y a des choses indispensables, c'est accueillir les émotions et boire de l'eau.
Mais boire de de l'eau l'eau pour... dont on donne aussi une information, non? Tu énergises ton eau, tu lui donnes un message ou simplement tu bois l'eau telle qu'elle t'arrive quand elle t'arrive? Alors, je bois l'eau telle qu'elle m'arrive quand elle arrive parce que, à nouveau, je ne suis pas l'architecte du corps physique. Je ne sais pas précisément, parce qu'il y a comme 50 milliards de cellules qui me parlent à cet instant, et je ne sais pas précisément de quoi est-ce que chaque cellule a besoin. Je devrais gérer trop d'informations. Donc, je pars toujours du postulat, je ne sais pas. Je suis dans cette humilité. Et je dis, cher corps physique, je ne sais pas exactement de quoi tu as besoin. Je sais que tu as besoin d'eau, parce que c'est ton ingrédient de base. Et je sais aussi que le stress te déshydrate. Et donc, je vais te donner de l'eau plate, la plus pure possible, si possible. Difficile aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais On aussi peut se le poser fait des d'être, questions, ouais. ouais, l'air, l'eau, tout, l'alimentation. Bien évidemment, il y a quelque chose qui est en jeu ici, il y a quelque chose qui est en route depuis bon nombre d'années, mais qu'on perçoit mieux depuis 2 ans. Et je crois qu'il ne faut pas, toutefois, peu importe les circonstances, je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer Mm, cette force-ci, mm, mm, cette mm. intelligence-ci, ce potentiel-ci. Parce que si je suis dans mon pouvoir d'accueil, quel est le lien entre le pouvoir de l'accueil et l'ADN? Les étiquettes partent. L'ADN devient lisible. Il y a littéralement une danse qui se crée parce que mon ADN, quand je suis en lutte envers une peur, mon ADN se tortille de manière à ce que ça donne un nœud, tu vois. Mm. Et le petit bonhomme qui est censé venir lire l'information pour avoir les matériaux nécessaires, après pour créer les matériaux nécessaires, bah, il voit rien, il peut pas aller lire l'info. Il se stresse, le pauvre. Et le corps perd de l'eau. Donc, quand je suis dans cet état d'accueil, ceci se dénoue. Et le petit bonhomme qui arrive va pouvoir lire l'information. Et il peut créer le matériau nécessaire pour la vie, pour l'équilibre. Donc, le fait d'être dans mon pouvoir d'accueil aussi met toutes les chances de côté pour augmenter les forces de mon système immunitaire, qui est terriblement affaibli par un état de stress chronique et que nous subissons tellement à l'échelle humaine. Donc, il y a des choses tellement simples à faire, très cher Dieu. Recueillir, ça veut dire quoi? C'est un concept théorique. Oui. C'est quoi fondamentalement? C'est fermer les yeux. C'est plus facile au début. C'est observer la respiration ventrale. On peut aussi s'aider en faisant une petite, parce que parfois les gens me disent, j'arrive même plus à respirer de manière ventrale. Pourtant, on est tous nés comme ça, hein. Alors, je leur dis, vous faites une toute petite ouverture de la bouche, comme si vous sirotiez un bon petit cocktail au bord de la plage. Mm. Et donc, vous allez inspirer par une toute petite ouverture de la bouche. Et quand j'inspire comme ça, je sais pas si tu veux tester, oui, justement, Lilo. Quand j'inspire comme ça, j'ai mon ventre qui se gonfle automatiquement. Est-ce que tu peux observer? Oui. C'est pas comme quand je fais, Ah et je ouais. suis dans ma respiration de stress ici. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? L'accueil, fondamentalement, c'est quoi? C'est une détente physique. C'est très terrestre, l'accueil. Il n'y a rien de... c'est très simple, je trouve. Donc, face à une émotion, du stress, etc., je ferme les yeux, je fais quelques respirations comme ça, et je vois que mon corps se détend. Fondamentalement, c'est ça l'accueil. Là, j'ouvre le système génétique. Là, je permets au corps d'aller faire ce qu'il a à faire. Je lui permets surtout d'aller intégrer l'information du système émotionnel parce qu'il en a besoin. Je dois dire Donc, que hier, en lisant ton livre pour préparer cette interview, parce qu'il y a des petites phrases que tu places aussi, et que tu dis, bah, vous pouvez vous dire ça juste avant de vous coucher, par exemple. Et dernièrement, j'avais eu des soucis de sommeil, et c'est fou comme cette nuit, j'ai dormi comme un bébé. Trop bien. Parce qu'il y avait tu proposes d'écarter les membres comme ça et de faire cette respiration ventrale. Et je dirais pas la phrase parce que je m'en souviens plus mot pour mot, mais d'être dans cette conscience que tout est parfait comme c'est. Je sais pas, c'est pas tes mots, mais que tout est là et qu'il n'y a rien à... Et dans le coup, c'est vrai que le corps peut vraiment se détendre pendant la nuit, hein. Et le mental, tout se pose, le corps, et on a l'impression qu'on se régénère beaucoup plus vite.
Ah, merveilleux. Je suis tellement heureuse, Lilou, que tu aies pu expérimenter cela. Merci à toi et à ta merveilleuse équipe terrestre. Des choses tellement simples à faire. Boire de l'eau avant d'aller se coucher, tu vois, Hmm. pour les gens qui souffrent d'insomnie. Boire de l'eau avant d'aller se coucher. Se laisser porter par la vie quand on est dans le lit. Je sais plus si c'est ça la phrase. Mais c'est aussi juste pouvoir s'abandonner. Et tu sais, Ouais, là, consciemment, se déposer consciemment. Ouais. exact, exact. Finalement, l'accueil, c'est je me repose vraiment sur mon équipe terrestre, Hmm. sur la vie. Parce qu'elle, elle sait comment mener la danse. Hmm. Elle sait comment faire les choses. Elle sait comment réparer le corps. Elle sait comment réharmoniser le mental, le système émotionnel. Elle sait comment être en contact avec cette intuition qui est propre à la vie. Donc, c'est vraiment se reposer Hmm. sur cette magie-ci. Ouais. Et en Plutôt que faisant même des choses pendant la comme ça. nuit, que ça devienne la nuit devienne un combat également. Exactement, exactement. Tu sais, Lilou, pour beaucoup, franchement, à travers, là, ça fait 20 ans quand même que j'accompagne, c'est l'honneur d'accompagner des personnes de tout horizon et à travers les séminaires, les consultations, etc. On fait de tout un problème. Tout est devenu un problème. Tu dors pas 8h13 par nuit, t'as un problème. Je ne sais pas qui a dit qu'il fallait dormir 8 heures. L'idée, c'est que le corps puisse se ressourcer. Toi, tu es un être unique en son genre. Pour toi, aujourd'hui, ce sera tant d'heures. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, ce sera bénéfique avec tant d'heures que demain, ce sera pareil. Il faut arrêter avec ces statistiques débiles. Parce que si je pouvais faire des statistiques, alors il faudrait que je parte du postulat que ceci n'évolue jamais. Je peux le mettre dans un ordinateur, je peux calculer, ça courbe et je me dis, voilà comment il fonctionne. C'est fou. Ceci est hautement évolutif. Aujourd'hui, il a besoin de brocolis. Demain, il n'en veut pas des brocolis. Tu vois ce que je Non, veux mais dire? de même pour les enfants et l'éducation, c'est-à-dire qu'en lisant ton livre, clairement, on se rend compte à quel point nos enfants, on leur apprend pas à être authentiques, on leur apprend à rentrer dans le cadre, rentrer dans le moule, faire les choses d'une certaine façon. Et là, en lisant ton livre, on dit, mais oui, là aussi, il y a une clé, enfin, une clé. Tu dis que la clé est en nous, mais il y a quand même une clé de se dire, mais finalement, éduquons nos enfants authentiquement pour qu'ils soient authentiques, pour qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils puissent rayonner leur singularité, comme tu dis. Exactement, très cher Lilou. Tu sais, une fois que on goûte à ce pouvoir d'accueil, une fois qu'il se donne, qu'on le met en lumière, parce que c'est une graine qui est là, qui a été très active pendant nos premières années de vie. Puis après, cette graine, c'est comme retrouver ensevelie sous une épaisse couche de terre et qui est ce conditionnement, tous ces programmes pour nous inculquer. Cette graine est toujours là. Il suffit de l'arroser pour qu'elle puisse justement revenir, faire surface. Et quand, dans mon terrain intérieur, quand ça respire l'accueil, attention, qui ne veut pas dire que je suis dans la joie éternelle. Hmm. J'ai mes états d'âme. Ça monte, ça descend, ça fait des hauts et ça fait des bas. Parce que c'est propre à la vie. La vie, c'est un océan avec des mouvements. Le truc statique, c'est la mort. Ça viendra assez vite de toute façon. On n'a pas besoin de se préoccuper, ça va se faire tout seul. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis dans cet état-là d'accueil intérieur, il se diffuse tout seul. Hmm. C'est comme des fleurs. Tu as des magnifiques fleurs, un champ de fleurs dans ton terrain. La personne qui va passer à côté va dire, mon Dieu, elle sent tellement Lilou. Elle dégage quelque chose. Elle a tellement de charisme. Tu vois, c'est ce que tu dégages, franchement, Lilou aussi. Et on voit que cela est seulement possible. Cette énergie-là, tu l'as acquise parce qu'à un moment donné, tu as fait la paix avec toi-même. Parce qu'à un moment donné, tu t'es choisi à tout. Parce que tu étais obligé quelque part de le faire aussi. Hmm. Sinon, la vie n'avait plus de sens à un moment donné. Ouais. Sinon, tu allais te rapetisser comme ça. À quoi bon vivre si c'est pour vivre à 3000 mètres du sol? Quelle vue d'ensemble est-ce que j'ai? Hmm, hmm. Il y a tellement de potentiel. Et toi, tu as réussi à mettre ça en lumière. Donc, quand on passe à côté de Lilou, on se dit, oh, elle a un magnifique jardin. Comment est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle met de l'engrais? C'est de l'amour. Ça s'appelle l'amour de soi. Peut-être que Ouais. Lilou va dire, je ne sais pas, tu vois. Mais donc, ouais. Je suis vraiment ravie d'être avec toi qui goûte déjà ça, très cher Lilou. Parce que ça se voit dans ton plan énergétique, ça se sent. Merci. C'est pour ça que je savais que ça allait être une merveilleuse interview avec toi. C'est pour ça que j'étais émue même en voyant... et les larmes ont coulé sur mon visage en voyant ta présentation de ton nouveau livre avec la nouvelle couverture. Et quand je voyais le parcours que tu as fait et que je t'avais pas découverte et quand je vois... Enfin, ça a résonné, en fait, ça a fait un écho avec qui je suis. Je pense que c'est ça que tu permets aussi aux gens, au-delà des mots, au-delà du livre, c'est qu'il
il y a cette, tu vois, on voit notre brillance en fait à travers toi et le fait que tu sois unique et toi, chose que je peux mais le plus apprécier en quelqu'un, c'est vraiment justement ça, que cette personne soit unique et puisse rayonner ça. Enfin, tu vois, ça a fait boum et j'étais là, ah, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des êtres humains qui le vivent, qui le rayonnent, qui le transmettent enfin. Et donc, bien sûr que cette interview, ce moment ensemble, allait être délicieux et délicieux pour tous les co-créateurs qui regardent aussi, pour qu'ils puissent eux aussi voir ça, cette lumière, et qu'ils puissent avoir ces émotions-là. Parce que quand même, ces pleurs, ces émotions, hein, comment tu le vois ça justement quand d'un seul coup on est baigné d'un truc, on a l'impression que c'est comme enfin moi je le vois comme un torrent, une grâce qui nous nettoie, qui nous purifie. Tu vois, comme je vais dire peut-être un mot qui va choquer certains, mais par rapport à l'éjaculation féminine aussi, qui est un autre sujet que j'avais pu aborder dans les interviews, mais c'est pareil, cette eau qui coule, et tu vois, que ça soit là, et qui nettoie, et qui rince, et qui laisse partir ces choses, finalement, comme tu dis, c'est là où on se rend compte à quel point le corps, c'est un miracle. Ah oui, ah oui. Et j'aime beaucoup ton image justement d'eau qui se torrent et qui vient quelque part de te purifier, quoi, te nettoyer, qui t'offre un nouveau souffle, une nouvelle réalité. C'est ce qui se passe fondamentalement aussi au niveau de nos cellules. Hein. Nos 50 milliards de cellules sont hautement sensibles. Elles ont des petites portes qu'on appelle des aquaporines. Et quand il y a un état de lutte, quand je dis non à la tristesse et que j'accueille pas, en fait, que je dise non, que j'ai pas conscience de ce qui se passe, bah, ces portes, elles restent fermées. Et donc, l'eau reste bloquée à l'extérieur. Elle devient acide, hautement acide. Donc, le corps physique se retrouve dans l'embarras ici parce qu'il a besoin d'eau pour se nourrir. Mais en même temps, on ne peut pas utiliser l'eau parce qu'elle est acide. C'est comme l'eau de pluie. Quand elle tombe, là, tu peux la boire. Si tu te trouves dans un endroit où tu dois boire l'eau qui tombe du ciel. Mais si elle stagne pendant 3 jours, après, elle devient dangereuse pour le corps. Donc, le corps est dans un terrain acide. Mais quand il y a ces émotions, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire? C'est ce que j'ai pu observer, c'est que ça s'ouvre. Les aquaporines, les portes s'ouvrent littéralement. C'est ça la clé, hein, c'est l'ouverture à ce qui est. Et donc, la nouvelle eau va pouvoir être filtrée par les cellules et tous les déchets, toutes ces mémoires, parce que quand on parle de déchets, il s'agit aussi de mémoires, de blessures. Pas seulement les nôtres. Elles peuvent être, entre guillemets, libérées. Mais tout ça se donne dans un mouvement naturel. Pas parce que je l'ai imposé avec force, ah, je veux me libérer de ça. Ça fonctionne, je peux pas duper la mécanique de la vie. Elle sait comment faire. Et quand je lui dis, cet espace-là de oui, oui à oui et oui à non, oui à l'accueil, oui à la lutte, oui à ce qui est, oui à ce qu'on me donne ici, parce que c'est exactement ce qui doit être ici à l'intérieur maintenant. Alors ça se fait tout seul. Et comme tu disais avant, en lien avec les enfants, très chers Lily, je crois qu'on leur fait le plus beau cadeau. On leur offre un système immunitaire fort lorsqu'on leur apprend vraiment à être authentique. Parce que le mensonge crée du stress et le stress nous tue à petit feu. Donc, mais ils sont forts en émotion, tu vois, les cris, Enfin, moi j'ai une petite fille de 3 ans, tu vois, c'est intense leur... Donc comment dans cette société, qu'est-ce que tu conseilles, que ce soit les enfants, nous ou autres, gérer justement cette intensité, cette émergence d'émotions par rapport au regard des autres, ou pour se trouver aussi dans un endroit sécure, tu vois, de trouver l'espace aussi pour pouvoir les exprimer, ou comment gérer tout ça, tu vois, pour se laisser un peu plus aller encore à exprimer ces émotions pleinement, au moment où elle émerge. Quelle que soit la situation dans laquelle elle émerge, l'endroit. Exact. Hein? Je crois que c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on s'inspire des enfants. Tu vois, l'enfant, il est là au milieu du supermarché, il commence à balancer les tomates, il y a les pieds qui mettent par terre, il fait sa crise de colère. Les parents dans l'embarras, mon enfant vient ici, non, c'est pas le bon moment de faire ta colère. Vois-tu, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que nous sommes tous interconnectés, bien évidemment. Il y a un lien très fort entre les parents et l'enfant. Donc, au niveau du noyau familial, les cellules ont une connexion qui possède une sensibilité encore plus aiguisée lorsqu'il s'agit de connexion hors noyau familial.
Ce que je veux dire par là, c'est que ces cellules, en fait, tu sais, quand on dit le reflet miroir, un peu, voilà, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se reflète à l'intérieur. Alors, je veux pas trop en faire un concept parce que je suis pas fan des concepts, mais ce que j'ai pu observer, c'est que, imagine, l'enfant est en train de faire une crise, là, au milieu du supermarché, en train d'écraser des tomates. Le parent arrive, il voit ce qui se passe. S'il était seul, le parent, avec l'enfant, peut-être même qu'il rigolerait en disant, mais quelle idée. Mais comme il y a des gens autour qui le regardent, qu'est-ce qui se passe? La peur. La peur surgit. Le parent se rebiffe, ne se donne pas le droit d'avoir peur, n'est-ce pas? Premier état de lutte. Qu'est-ce qui se passe? Le corps physique se crispe. Le corps physique, à cause du refoulement de la peur, crispé, va transmettre cette fréquence-là, parce que le refoulement de la peur, c'est une fréquence spécifique, va transmettre cette fréquence-là à son enfant. L'enfant, il ne connaît pas le refoulement de la peur. Il ne comprend pas le non. Il ne comprend pas non à la peur, non à la colère, non à la... Il ne comprend pas. Donc, ce système va de la chose ici et va se crisper davantage en disant je ne comprends pas ton information, chère cellule. Qu'est-ce que tu me racontes? Lutter contre la peur, je ne comprends pas. Je n'ai pas encore été formaté, donc il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, à cause de cette crispation du parent, va augmenter l'intensité au niveau de son système émotionnel. Oh, il va jeter encore plus de tomates. Le parent va encore plus se crisper. Et c'est comme ça que la situation dégénère en général. De même pour nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes en société, ouais. Pareil. Exactement, exactement. Donc, la première chose, c'est vraiment d'aller observer. Comment savoir s'il y a un refoulement émotionnel? Parce que parfois, les gens me disent, mais j'ai pas conscience de la chose. C'est très simple à observer. Observe si la respiration, d'une respiration ventrale à une respiration thoracique, quand tu commences à faire et que tu as tes épaules qui commencent à se crisper, et donc tu as aussi ton corps qui commence à se crisper, les mâchoires qui se serrent, souvent la nuque qui se rigidifie, il y a quelque chose qui se crispe ici en haut, tu vois. Tu marches comme ça et que tu dis tout va bien, c'est que ça ne va pas. Donc la première chose à faire, c'est très simple. Corps physique, c'est l'indicateur le plus simple à observer. Observe-le. Il est en train de parler, hop, il y a un truc qui se crispe, ça veut dire qu'il y a un refoulement émotionnel. J'ai pas besoin de savoir peur, colère, tristesse, est-ce que ça appartient à ma mère, à mon père, à ma grand-mère, à mon truc, à quelqu'un, on s'en fout, il n'y a pas besoin de perdre de l'énergie là-dedans. J'observe que le corps se crispe, je vais le détendre, faisant cette petite respiration de la bouche. Quand je suis debout en inclinant un genou, tu sais, je me mets en position cool, en position surfeur, je dis toujours, tu vois. Nice. Parce que pour surfer sur la planche, sur l'océan qu'est la vie, il faut que je sois assouplie. Donc, il me faut cet assouplissement-là. Je me mets dans une position physique qui me permet d'être détendue. Et après ça, je vais boire de l'eau. Et après seulement, je laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Donc, fondamentalement, il s'agit vraiment d'être très attentif à soi. Moi, je dis toujours, vive l'égoïsme. Vive l'égoïsme. L'égoïsme qui ne veut pas dire, je vais piétiner l'autre sur mon passage, non, pas du tout. L'égoïsme, pour moi, veut dire porter un maximum d'attention sur cette entité-ci, comme si c'était mon enfant. Tu es bien d'accord, toi, Lilou, tu as un merveilleux être de 3 ans à tes côtés. Ton attention, automatiquement, toujours portée sur cet enfant. Un grand maximum, instinctivement. Quand on dit, ouais, mais viens, Lilou, tu vas te changer les idées, ça te fait aussi beaucoup, et tu vas sortir. Tu as à l'extérieur tes pensées, intuitivement, instinctivement. Ta connexion, elle est toujours avec elle. Tu ne peux pas dévier ton regard intérieur d'elle, de cet enfant. Donc, c'est pareil avec notre équipe terrestre. L'invitation est vraiment là, c'est de se dire, c'est comme un enfant. Je le garde à la vie pour le contrôler, et pour voir s'il est crispé ou détendu. S'il est détendu, il peut mettre en lumière tous ses potentiels de guérison, de tous ses dons innés qu'il possède, etc. Il va pouvoir atteindre avec aisance ses objectifs parce qu'il n'y a plus de lutte. Et donc, s'il n'y a plus de lutte et donc de perte d'énergie dans la lutte, il y a plein d'énergie pour réaliser les rêves et les désirs, etc. Donc, il s'agit surtout de s'observer beaucoup. Oui. D'ailleurs, bon, il y a plein de mini, c'est pas des chapitres dans ton livre, mais de petites parties sur plein de sujets qui sont couverts, dont l'égoïsme justement.
Et tu nous dis, mais oui, égoïste de ressentir cette joie, oui, finalement, je veux dire, il y a quelque chose quand tu le partages qui décomplexe tout de suite par rapport à, tu vois, par rapport à des ressentis, parce que je veux dire, même quand on, j'arrive plus à trouver mes mots d'un seul coup, mais il y a quelque chose de l'ordre c'est bon de ressentir cette joie intérieure, c'est important de la ressentir, et oui, c'est bien d'être égoïste par rapport à ça pour pouvoir la ressentir, parce qu'après, nos choix, ce qu'on va... Je trouve qu'on a tellement oppressé ça, justement, tu vois, moi, c'est vraiment un sujet important, je trouve, parce que on nous fait croire que c'est pas qu'il faut pas justement passer du temps pour soi, prendre ça, remplir son vase, ou on le fait superficiellement, extérieurement, alors que finalement c'est quelque chose qui prend du temps et qui se fait ou pas d'ailleurs, mais qui, par rapport à ce paysage extérieur, tu vois, en fait, c'est fou parce que ça shift entièrement le livre, la manière de penser de l'extérieur vers l'intérieur. On se rend compte que certaines portions on le fait, d'autres pas. Et d'un seul coup, ça libère. Je me dis, mais oui, pourquoi, après tout, je me justifie, pourquoi j'essaye d'expliquer, alors que oui, c'est mon corps le ressent comme ça, j'en ai besoin, et voilà, et j'avance comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est clair, c'était un peu Ah, patogé là, si. mais... Ah, si, Lilou. C'est tellement, tellement beau comme tu l'exprimes, comme tu le mets en lumière. C'est, tu sais, on peut que l'exprimer comme ça quand on l'incarne déjà. C'est pour ça que je te disais avant, je suis tellement ravie d'être en contact avec une autre merveilleuse cellule humaine, tellement unique en son genre et qui vibre déjà ça. Parce que plus il y aura d'êtres humains qui vibrent cela, plus il y aura d'êtres humains qui comprennent que l'égoïsme, ce n'est pas négatif, c'est absolument naturel. Tu regardes, il y a la pluie qui tombe. Je vais prendre une image un peu débile comme ça. Il y a deux fleurs. Est-ce que les deux fleurs, est-ce qu'elles se consultent mutuellement pour se demander, ma voisine, t'as reçu assez d'eau, est-ce que tu veux que je t'en transmette ou pas? Non, la nature est autonome. La fleur va absorber ce dont elle a besoin et s'il y a de trop, elle distribue dans le réseau souterrain ce qui est de trop. Mais avant tout, elle va se nourrir elle-même. Donc, il y a quelque chose, je trouve, peut-être, tu vois, peut-être aussi en lien avec un mouvement, je ne veux pas pointer du doigt la spiritualité parce que ce serait fort de le dire comme ça, mais les gens me disent, oui, j'ai fait où j'ai suivi telle approche spirituelle et qui est quelque part comme un don de soi, où on s'oublie complètement, on s'efface, où on n'est plus que là pour les autres. Je trouve ça magnifique, je trouve que c'est extraordinaire si ça se donne naturellement, si c'est dans les plans, naturellement. Mais sinon, c'est comme aller à l'encontre d'un mouvement de la vie et qui a besoin de se préoccuper, de s'occuper de soi-même pour pouvoir donner naissance à d'autres fleurs. Pour créer une vie qui nous correspond véritablement, il faut quand même que je me penche beaucoup sur moi-même. Il faut que je me connaisse. Il faut que je sache comment je fonctionne. Il faut que je puisse faire la différence entre est-ce que c'est moi qui parle, est-ce que ce sont mes pensées ou est-ce que ce sont les pensées de mon conditionnement, du subconscient, de ce qu'on m'a inculqué. Pour cette différence-là, et j'en ai du temps à faire de l'observation. C'est hyper égoïste, c'est très réaliste de ramener mon attention là-dessus. Mais cela ne m'empêche pas d'être en contact avec les gens et d'avoir une vie tout à fait naturelle. J'ai pas besoin de me retirer dans une grotte. De toute façon, ils sont déjà tout occupés par les yogis. Donc, tu vois, c'est ça. Puis c'est vraiment à vivre, je trouve que tout ça c'est à vivre dans la matière, dans ce monde, pas forcément retiré justement. Je dirais, il y a vraiment Non, c'est pas qu'il y a une nouvelle spiritualité qui émerge, mais il y a quelque chose de plus moderne, d'actif, d'incarné qui est en train de se dévoiler et c'est bon. Où les gens sont vrais. Arrêtons de nous planquer derrière des trucs là. Je veux dire, c'est tellement bon de te voir toi-même, tu vois, de te voir toi et pas une image de toi que tu essayes de projeter. Sinon, il n'y a pas de... Sinon, il n'y a pas de vrai échange pour moi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit j'ai hâte de faire cette interview parce que j'ai vu qui tu étais.
C'est pour ça que j'aime interviewer un David Icke qui, pour certains, paraît complètement avec des choses qu'il va dévoiler, mais en même temps, j'aime qu'il soit lui-même avec les informations qu'il révèle, et après, on goûte à ce qu'on a envie de goûter, mais au moins, le menu, il est vrai. Mais c'est tellement ça, Lilou. C'est tellement ça et c'est pour ça que c'est tellement incroyablement important ce que tu fais. Parce que à travers ta propre authenticité, tu permets à l'autre d'écouter aussi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu fais un cadeau extraordinaire pour tout l'échange qu'il y a et tes questions pertinentes et toute l'énergie qui se déploie lors de tes échanges et de tes interviews. Mais tu permets à l'autre d'éclore au moment même où il donne son interview. Et peut-être que même il va se découvrir encore d'une autre façon et vice-versa. Parce que quand toi, tu te donnes la liberté, bah, ça me donne la liberté. Quand je me donne la liberté, tu vois ce que je veux dire? C'est un mouvement c'est un Et potentiel. dans la C'est vie, juste c'est la même chose. Enfin, là, c'est la vie d'ailleurs, mais... exact. Hmm. Exact. De pouvoir, je me dis toujours, mais imagine le tableau que ce serait si chaque être humain amenait sa singularité, sa propre couleur Le nouveau monde. Ouais. univers. Tu parlais de Ike avant. Je trouve extraordinaire ce qu'il met en lumière. Il a toujours été ce gars. Moi, je lui dis bravo, Ça fait bravo. longtemps hein, qu'il... ouais. Depuis le début, il est resté fidèle à lui-même. Combien de fois est-ce qu'on l'a pas humilié devant combien de millions de téléspectateurs? Mm. Combien de fois est-ce qu'il s'est retiré? Quand tu as une relation solide avec toi-même, cette évidence qui est là te donne des ailes. Et si toute l'humanité me pointe du doigt et me dit que je suis une extraterrestre ou que je vois des choses ou que j'invente je ne sais pas quelle théorie de conspiration, mais non, c'est comme ça que je vis, à travers ma réalité, c'est comme ça que ça se donne. Et on est tous des êtres humains hautement uniques. Et donc, chacun a une facette de cette vaste et unique réalité. Mais chacun va amener une facette. Moi, je vais amener celle-ci. Lélo va amener celle-là. Ike va amener l'autre. Quelqu'un d'autre va amener une autre. Et si tout le monde faisait ça à un moment donné, on verrait s'ériger le diamant. Hmm. Donc, vive la singularité, vive Lilou qui, à travers Ouais. ce que tu mets en place, fait vibrer ça chez les... Ouais. Cette interview déjà a duré 1 heure, mais je suis pas surprise et elle pourrait durer des heures. Tu parles beaucoup de plein de choses dans ce livre et j'ai beaucoup de questions. Même j'ai vu sur un tableau de conférence que tu faisais que tu parlais de Hans Zimmer que j'ai pu voir en concert en direct à Paris il y a quelques mois et c'est exceptionnel cette ouverture. Et je voulais juste te demander pourquoi t'as marqué Hans Zimmer de Dark Knight, pourquoi tu parlais de cette musique spécifiquement et qu'est-ce que tu en fais de cette musique? C'est une petite question personnelle là je sais qu'il y a beaucoup de personnes, de co-créateurs qui regardent, qui justement probablement adorent cette musique. Si vous connaissez pas, c'est la musique de Inception, de plein de grands films. Musique qui porte, qui ouvre. Comment tu utilises toi cette musique ou tu suggères de l'utiliser? Alors, en fait, si tu veux bien, ce que tu as vu, c'est que j'avais noté sur le tableau le nom, donc Hans Zimmer, et puis le nom de la chanson, parce que les participants ont adoré le voyage qu'on avait fait avec cette chanson-là. Donc, j'utilise énormément depuis toujours. D'ailleurs, j'adore chanter, j'ai toujours chanté, j'ai fait quelques chansons, j'ai toujours adoré le monde musical, parce que on ne peut pas l'appréhender de manière rationnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que mon conditionnement n'entre pas dans le terrain de jeu lorsque je suis avec de la musique. Et donc, en fait, je coupe littéralement l'herbe sous les pieds à mon conditionnement quand je suis avec la musique. C'est quelque chose d'assez universel. Faut-il encore que la musique résonne pour les personnes, mais mon petit doigt me dit toujours quelle musique choisir par rapport au prochain en face. Mais en règle générale, c'est aussi de la musique que moi, je kiffe absolument et qui me fait voyager dans quelque chose qui est illimité. Donc, moi-même étant déjà dans cet espace, je crois qu'après, j'insuffle ça aussi aux gens et puis on s'insuffle ça tous. Et cette musique-là, mais moi, j'aime énormément aussi. J'aime ce qu'il fait. C'est tellement intuitif.
sa façon de fonctionner, je trouve. Je ne sais pas, je le connais pas personnellement, je sais pas comment il est derrière dans son studio, mais je trouve ça tellement intuitif. Et quand j'entends sa musique, en fait, je vois comme si cet ADN était des touches de piano et je le vois aller sur tellement de touches que Mhm. nous avons appelé avant du junk DNA. Donc, quand j'offre cette musique-là aux participants, je vois ce qui se passe dans leur système génétique et donc je trouve ça juste incroyable. C'est juste un feu d'artifice intérieur de goûter à la réalité hors concept, Ouais. hors limite. Et là, tu les guides, c'est une méditation guidée que tu as fait sur cette musique? C'est quoi? C'est un voyage qui dure combien de temps? Les participants, parce que tu organises des stages, des choses, ça dépend de chaque fois, mais je veux dire, Oui. qu'est-ce que ça ressemble Euh, à quoi? Juste pour nous donner un avant-goût de ce que tu proposes lors de ces séminaires ou stages. alors, c'est surtout de la mise en pratique. Il y a un peu de théorie. C'est de la danse. On veut beaucoup s'amuser. Oh, non, on danse pas tout le temps, c'est pas vrai, hein, mais il y a beaucoup de joie. J'aime la légèreté. Je leur dis d'ailleurs toujours, si vous êtes trop sérieux, ça va pas le faire. Donc, on fait beaucoup de choses pour rester dans cette légèreté intérieure, dans cet assouplissement. Donc, on met en fait tout le temps en pratique le pouvoir de l'accueil. Pour les séminaires, parce que je fais des séminaires qui abordent la sphère humaine, et je fais et je vais faire surtout maintenant des séminaires qui abordent des choses que j'avais introduites il y a 20 ans et qui a été accueillie avec beaucoup de réticence, que j'appelle la mécanique de l'esprit. Et donc là, on va naviguer dans ces 21 sphères dans lesquelles je navigue depuis que j'ai conscience d'exister. Et donc, peu importe le séminaire, on va toujours être dans de l'expérimentation parce que pour moi, il y a déjà trop de théorie. Le mental est déjà trop encombré. Donc, il faut goûter à la réalité, Hmm. aussi subtile soit-elle et aussi loin soit-elle d'ici. Et il faut qu'il y ait une expérience parce que toute expérience après me permet d'y retourner. C'est quelque chose que je valide dans la matière ou dans la sphère dans laquelle je me trouve. Tu Donc, l'ancres dans les cellules. Tu l'ancres dans les et cellules. exactement, exactement. On ancre tout dans notre ADN qui est lié au fait. Parce que quand on dit qu'on fait des voyages, qu'on change d'état de conscience, tout se donne à travers une partie spécifique de l'ADN, qui est au fait le centromère. C'est ce qui rejoint, enfin bref, je vais pas trop rentrer. Je suis tellement passionnée par de l'épigénétique que je pourrais en parler pendant des heures. Mais donc, les séminaires se donnent toujours à travers une joie, à travers cet accueil, de pouvoir laisser s'exprimer notre équipe terrestre, et a pour but fondamental de mettre en lumière notre singularité pour que chacun puisse redevenir son propre guide, pour qu'il n'y ait plus de dépendance extérieure, pour qu'il n'y ait plus de, parfois un peu aussi, tu sais, des croyances un peu farfelues qui disent qu'il faut que je mette tel rituel en place et que j'incante tel... J'ai rien contre le fait de croire qu'il y a des guides ou Dieu, peu importe. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut pouvoir se restituer notre propre lumière et notre propre pouvoir. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas aller parler au guide ou peu importe ce à quoi je crois, mais il s'agit vraiment de se réapproprier notre pouvoir pour pouvoir aller voyager dans toutes les dimensions possibles. Et la sphère humaine n'est qu'une toute petite partie. Hmm. Merveilleux. Merci Nasrine. Oh, merci à toi, très cher Lilou. Quel beau voyage. Merci infiniment, vraiment. Ouais, j'ai vraiment plein d'autres questions aussi bien par rapport à ces états de conscience justement de tes introductions des vidéos. Tu dis cher observateur, tu l'utilises de plus en plus, c'est merveilleux que quand tu parles de la télépathie, de cette clôture autour de soi aussi pour avancer dans la vie. Enfin, il y a t'as une façon d'expliquer et de transmettre qui est savoureuse et en plus le fait que tu l'incarnes dans le féminin, je trouve ça encore plus délicieux parce que ça montre vraiment, tu donnes un bel exemple aussi de ce que la femme peut rayonner, tu vois, être et je trouve ça fabuleux. Donc merci d'avoir traversé ce que tu as dû traverser pour te permettre d'être toi-même maintenant. Donc merci. Et merci à Oh, vous, chers co-créateurs, d'avoir regardé cette interview et de la diffuser, et de la partager, parce qu'elle peut aider de nombreuses personnes autour de vous et c'est précieux. C'est précieux, ça, justement, ce relais d'information. Et tu es précieuse, merci beaucoup, Nasrine. oh, Quelle merci. révélation, je suis trop contente. Hein. Merci à toi, très cher Lilou, vraiment. Merci de tout ce que tu brilles à cet instant et de tout ce que tu vas encore briller. Et merci vraiment de ce moment de partage.
Hmm. Je suis profondément touchée. Là, mes 50 milliards de petites cellules de ma communauté te fait un grand merci du fond du cœur. Cher co-créateur, il y a, en attendant de pouvoir rencontrer Nasrine en personne, ben, son livre. C'est quand même pratique qu'il y ait un livre parce que c'est ça qui permet aussi de déployer un savoir. Donc, il est entre vos mains maintenant, ce livre, et dans toutes les librairies chez Erol, Le pouvoir de l'accueil. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une autre interview, pour des délicieuses vidéos. À bientôt, cher co-créateur. À bientôt, Nasrine. Au revoir.